dans le monde. Ce soir, une soirée un peu mystérieuse, un peu étrange, mais évidemment très heureux d'être ici avec toute la communauté. Un énorme salut à Roblox, au père de Novax, et joyeux anniversaire à Antonio Guterres. Ah, regardez ça, Antonio Guterres, 77 ans. Eh bien, passons à l'information, allons dans le détail. Comment ça se passe? Anniversaire. Eh bien, félicitations. On l'a vu très actif en vacances presque toute l'année. Eh bien, un énorme salut à Tonio, s'il nous regarde, à Tonio Gutiérrez, là-bas à l'ONU. Excellent, salutations. Passons aux détails avec Don Taco Bell, passons aux détails de Donald Trump, et je dis Taco Bell parce que, écoutez ce qu'il dit à ce sujet. Écoutons-le, voyons ce qu'il dit à propos des scientifiques disparus. Il y a tous ces scientifiques disparus qui ont accès à des informations classifiées. Certains ont réapparu, d'autres restent disparus ou ont été retrouvés morts. Vous a-t-on déjà informé si ces cas sont liés? Oui, on m'en a informé. Pouvez-vous nous dire s'ils sont liés? Eh bien, pour l'instant, ce sont des cas. Il lui disait peu de mots. Non, mais... Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire, ils l'ont fait, ils m'ont informé des scientifiques disparus et on m'en a informé. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on en parle. C'est une interview, c'en est une. C'est-à-dire, bon, pardon, mais parfois, quand il veut embêter, il embête, mais c'est comme ça, bon, on va continuer à écouter. Casse individuelle. Nous avons beaucoup de scientifiques. Donc quand tu vois, tu sais, tu en rassembles 10, ça paraît beaucoup, mais en réalité, c'est un nombre très petit. Comparé à quoi? Nous avons généralement beaucoup de scientifiques. C'était la question que je posais. Des milliers, voire des centaines de milliers. Donc maintenant, certains des cas que nous avons examinés sont très tristes dans certains cas. Certains étaient malades, certains se sont suicidés, d'autres avaient d'autres situations. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose d'important. Tu sais, parfois il y a un peu de lien de toute façon. Et tu te dis, oh, c'est quelque chose de terrible, mais jusqu'à présent, nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de lien. Nous te tiendrons au courant. Nous ferons un rapport complet. C'était très sérieux. Bon, eh bien, il a déjà mangé, non? Je veux dire, c'est un sujet très important. Il y a eu une réunion urgente. Eh bien, d'anciens agents du renseignement qui ont révélé cela, ce n'est pas normal. Des scientifiques sont sortis pour dire « Écoutez, nous avons besoin de protection parce que ce n'est pas courant, ce n'est pas normal, surtout les circonstances et la façon dont ont eu lieu les disparitions et les décès de certains d'entre eux, ça a vraiment été surprenant. » Ce n'est pas une alerte pour tous les chercheurs. Évidemment, l'immense majorité, 99,9% des scientifiques, n'ont absolument rien à craindre, que ce soit pour découvrir des fossiles je ne sais où, ou pour découvrir quelque chose concernant un microbe ou quoi que ce soit d'autre. Non, évidemment, ce n'est pas risqué de faire ça. Le risque, évidemment, c'est lorsque tu es impliqué ou que tu travailles dans des domaines de haute technologie militaire, ou dans le nucléaire, ou dans des sujets qui y sont liés, eh bien, c'est essentiellement la sécurité de ton pays, donc ces scientifiques. Et ce qui inquiète au sujet de ces scientifiques, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'informations importantes, mais parce qu'ils avaient accès aux informations des laboratoires les plus secrets des États-Unis. Du moins, à ce que l'on sache, évidemment, et surtout dans le cas du général et de ses proches, comme Monica Reyes et tous les autres. Ils constatent qu'il y a certes des accidents, et aussi que... Eh bien, ils peuvent avoir des problèmes de santé. Exactement, bien sûr, clairement ça ne s'applique pas à tous les cas, mais vouloir l'écarter de cette manière me paraît vraiment extrême. Et bon, eh bien le commentaire attire l'attention, non, je ne sais pas si je l'ai vu fatigué, sincèrement je ne sais pas si vous le remarquez, mais on dirait qu'il est en train de s'endormir. Et oui, ils ont vraiment travaillé dur, on l'a déjà vu dormir en pleine réunion, n'est-ce pas? La tête qui pend et tout ça. Sinon ce n'est pas rien. Le travail d'être en réunion après réunion, au bout d'un moment, tu en as vraiment marre de tout, non? Et le visage, regardez son visage. Franchement, on voit qu'il est fatigué. Beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu et évidemment, ça entraîne une fatigue non seulement physique, mais aussi mentale au final. Et ça aussi, il faut le dire, non? C'est un sujet très sérieux à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, espérons qu'ils ne vont pas vouloir écarter ce cas en disant « Ah, il ne se passe absolument rien » et qu'ils laissent tout tomber dans l'oubli, n'est-ce pas? C'est la partie qui, évidemment, inquiète, et je le dis parce qu'au final, oui. Les rapports des agents de renseignement qui ont étudié cela, n'est-ce pas?
Des personnes impliquées disent « Écoutez, il y a ici un schéma hors du commun ». C'est-à-dire parce que, regardez, si tous les anciens agents disaient « Regardez, c'est quelque chose de normal. Statistiquement, c'est quelque chose de courant. Il ne se passe absolument rien. » Ce qu'ils savaient, ça n'a aucune valeur, dit-il. Eh bien, peut-être pas, mais s'il s'agit d'une période très courte, ce sont des personnes très impliquées dans des sujets assez importants pour qu'on veuille écarter cela. Eh bien, tout de suite, dit-il, par rapport à combien de scientifiques? Oui, mais nous ne comparons pas tous les scientifiques des États-Unis. Nous comparons avec le nombre de scientifiques travaillant dans ce laboratoire. Et là, les chiffres diminuent vraiment beaucoup, et c'est là le point. Eh bien, oui, si on joue avec les chiffres, alors ce n'est rien, n'est-ce pas, comparé à toute la population mondiale, mais avec les personnes qui sont dans ce laboratoire, qui travaillent spécifiquement sur ces projets, cela attire vraiment mon attention. Par exemple, le cas de la scientifique dont il s'agit dans cette vidéo, cela m'interpelle beaucoup que son père faisait exactement la même chose. Il a aussi travaillé à la NASA, c'est-à-dire qu'il y a déjà des générations de scientifiques impliqués dans ce domaine. Et son cas à elle en particulier, non, c'est-à-dire, oui, cela attire l'attention dans le sens où, eh bien, Il avait apparemment, du moins certains amis, assurent qu'il avait, eh bien, de la paranoïa, même sa propre famille le disait. Il a déclaré qu'il avait effectivement, eh bien, une sorte de problème mental, c'est-à-dire que oui, il y avait bien un problème. Mais en même temps, beaucoup de ces scientifiques ont, comme on dit, des esprits divergents, des esprits un peu différents. Mais cela peut leur poser problème. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ils vivent cette réalité qu'ils voient, mais bien souvent, leurs propres troubles ne leur permettent pas de l'exprimer correctement. Parce que, regarde, sincèrement, c'est-à-dire si tu vois qu'on t'espionne, qu'on te surveille, eh bien, va voir ton réseau d'amis, ta famille, bouge-toi, non ? Mais ils restent là et commencent à enregistrer des vidéos et ça rend la situation encore plus étrange. Va voir les autorités, contacte les médias, mais bouge-toi, fais quelque chose, ne reste pas enfermé là dans une cabine. Seul en attendant qu'il t'arrive quelque chose, en gros. C'est aussi un peu la logique des films d'horreur, non ? En dehors de la logique américaine, je ne sais pas, tu vois. Chez les latinos et afro-américains, on se moque toujours des films d'horreur. Pourquoi aller seul dans la pièce, mec ? S'il y a le couloir et que tu as déjà vu qu'il y a une ombre, que tu as déjà entendu des bruits bizarres, et je ne sais pas pourquoi tu irais de l'autre côté. Et le film se serait terminé en 5 minutes, dans les 5 premières minutes, et le mystère serait fini. C'est-à-dire, là tu y vas, et tu entres, enfin, Mais bon, passons à plusieurs cas très intéressants, non, qui attirent l'attention. Et je pense qu'il faudrait analyser un peu ce qui se passe dans le domaine des ovnis, surtout parce qu'il y a un cas qui attire l'attention parce que soit c'est un prototype secret, soit c'est une technologie qui va au-delà des capacités humaines. L'anomalie qui attire l'attention en ce moment, c'est que des randonneurs ont photographié un objet volant non identifié avec une structure géométrique inhabituelle, comme une sorte de I majuscule ou de H horizontale. Nous allons le voir à l'écran dans un instant, évidemment, mais ce cas attire l'attention, cette anomalie qui apparaît en plus très près d'une base aux États-Unis. Donc cela a encore un peu plus suscité des interrogations sur ce qu'est cet objet, pour ainsi dire, n'est-ce pas ? L'une des premières images qui ont circulé est celle-ci. Bon, pour l'instant elle semble assez éloignée. Nous allons faire un zoom tout de suite. On dirait comme un H, non ? Comme il est dit là, ou bien comme un I, quelque chose comme ça, c'est-à-dire comme si c'est trou aussi, non ? Comme un poisson, comme une pièce aussi, ça pourrait être, non ? Enfin, quelque chose comme ça. D'après ce qu'on sait, cette famille aurait capturé cet objet volant avec des caractéristiques assez curieuses. Voici déjà le zoom, n'est-ce pas ? Allez, ça ne me semble pas être un drone, ni un ballon, ni un sac poubelle, ni rien de tout ça, non ? Au moins, c'est ce qui a attiré leur attention. Maintenant, cela s'est produit. Lors d'une observation qui a eu lieu le 14 octobre 2023, mais d'après ce qu'on dit dans cette région, des objets assez curieux, assez étranges apparaissent déjà depuis un certain temps. D'après ce qui est rapporté concernant l'objet, il est resté visible et a effectué des manœuvres erratiques pendant environ 45 minutes. Les images ont déjà été analysées par différents spécialistes et organismes. Même Ryan Graves, l'ancien pilote de la marine des États-Unis, qui a témoigné devant le Congrès américain au sujet de phénomènes anomaux non identifiés, pour voir s'il pouvait identifier l'objet comme quelque chose qu'il aurait déjà vu.
Ils assurent que nous sommes face à un cas typique d'observation dans des zones, disons, comme on les appelle, militaires, non. Mais qu'au final, ils n'ont pas de réponse claire sur ce dont il s'agit. Cette zone, la base aérienne Edwards, c'est comme ça qu'on l'appelle, allons voir la carte, non. Allons voir la carte pour situer un peu où se trouve cette base, parce que ce sont des bases qui... Et tout de suite, on va parler de ce qui se passe. D'ailleurs, dans la zone 51, qui n'a rien à voir avec les ovnis, mais qui était quand même intéressante. Exactement, ça déclenche environ 8 théories. Vous savez comment on aime les théories en ce moment. Oui, c'est ça, c'est intéressant, et cette théorie a une certaine logique, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Comment vas-tu? Ah là là, merci beaucoup d'être membre de la chaîne, au fait. Merci beaucoup de faire partie de la chaîne et à toute la communauté qui arrive. Allez, n'hésitez pas, devenez membre ou abonnez-vous. Les abonnements sont gratuits, et si vous voulez devenir membre de la chaîne, eh bien cela a un coût, disons. Il y a différentes formules. Nous lancerons une 3e version. Nous avons un projet que nous voulons vous proposer. Il est très spécifique pour les personnes qui s'intéressent à l'univers YouTube. Ça, nous le verrons plus tard, mais au moins, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux mettre un like ou partager ce que tu veux. Et c'est gratuit encore une fois, non? Si tu veux aller un peu plus loin, tu sais aussi comment le faire, non? Au final, être une chaîne indépendante, c'est vraiment compliqué. Et nous, on continue ici, comme vous l'avez vu depuis des années, même dans les moments difficiles. Nous avons été là sans jamais nous arrêter. Je pense que nous diffusons sans interruption depuis plusieurs années, sans un seul jour sans émission, surtout ces 5 dernières années. Oui, en 2020, nous ne nous sommes pas arrêtés un seul jour. Peut-être 2 ou 3 jours. Je pense qu'en 5 ans, c'est arrivé seulement quand on a eu une grosse grippe ici, quelque chose comme ça, mais rien de plus. En fait, ici, on est toujours sur le pont. Un jour, on prendra des vacances, et c'est sûr qu'on voudra quand même continuer à diffuser. On va continuer à diffuser, je ne sais pas, peut-être depuis l'Antarctique, si on nous invite là-bas. Et comment il s'appelle? Osvaldo, c'était qui, celui qui est en Antarctique? Celui qui nous invite, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ce serait vraiment passionnant. Ce serait des vacances. Aller en Antarctique, aller dans un endroit comme ça. Mais bon, regardez. Bon, allons d'abord à la base. On va à la base Edwards, puis on continue à discuter. Laissez votre commentaire, s'il vous plaît, et regardez, ce qui est intéressant de nos jours, c'est que nous pouvons rester en contact partout, depuis n'importe quel endroit du monde. Alors bon, si un jour nous avons la chance d'aller dans un endroit comme celui-ci, eh bien, j'espère que nous pourrons aussi le transmettre. Ce serait ça. L'idéal serait de dire, regardez, voici la zone en Californie où l'observation aurait eu lieu. Cette zone où, eh bien maintenant, avec tout ce qui s'est passé, évidemment, des cas similaires à celui-ci ont commencé à apparaître. C'est la base Californie, l'une des zones dont on parlait parmi ce qu'on révélait à ce Tim Burchett. On ne disait pas que c'était à l'intérieur de cette zone, pas dans cette région de... comment ça s'appelle ? Du Pacifique, c'est là que cet amiral a vu cet objet, qui se déplaçait sous la mer et qui allait à une vitesse, je ne sais pas laquelle. C'est-à-dire que c'était un objet énorme, de la taille d'un stade de football. Eh bien, tout cela que nous savons déjà, cela s'est passé ici, entre les États-Unis et le Mexique, dans les eaux internationales et dans cette région, l'un des points chauds. Disons, en ce qui concerne les choses étranges dans le ciel, indépendamment de leur origine ou quoi que ce soit, il y a beaucoup d'activités. En fait, on peut même développer davantage. C'est la zone, y compris la Basse-Californie du Sud, la Basse-Californie et la Californie, aux États-Unis. C'est une zone, on dirait, assez active, disons, sur ces sujets, non? Mais bon, revenons à ce que nous étions en train de voir, pas à l'objet du succès de cela. D'après ce qu'il rapporte. Le centre de combat air-sol du corps des Marines de 29 Palms se trouve à environ 105-180 km de cette base. Entre ces deux points, des objets similaires ont été observés, et ils assurent que la morphologie de l'objet ressemble à quelque chose comme 2 grands panneaux reliés par un axe central, cela rompt avec le design aérodynamique conventionnel, ce qui suggère donc 2 possibilités. Ou bien sommes-nous face à une sorte de plateforme de surveillance statique de nouvelle génération que nous ne connaissons pas? Oui, c'est-à-dire une sorte de nouvelle technologie qui n'aurait pas une propulsion normale avec des hélices, ou avec une sorte de... Comment s'appellent ces réacteurs? Quelque chose comme ça, mais ici on parlerait de quelque chose de différent, quelque chose qui ne génère pas de bruit, quelque chose qui apparemment ne génère pas de signature thermique.
Ici, il faut être très clair, il faisait jour, n'est-ce pas? Et soudain, eh bien, la lumière, si elle avait un quelconque type d'énergie, eh bien, on ne la voyait pas, n'est-ce pas? Ou du moins, c'est ce que je pense, on ne voit pas cette activité. Et en plus, ce n'est pas une caméra thermique, ce n'est pas comme s'il y avait un jet de lumière ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ça aussi, ou bon, il faut être très clair, la photo est limitée. Ce qui attire l'attention, c'est que le phénomène a duré longtemps. Ce n'était pas un phénomène de quelques minutes, n'est-ce pas? Ou c'était un phénomène qui, disons, a eu une durée importante, non? Et ça aussi, c'est important. L'incident n'est pas un événement isolé, d'après ce qu'ils affirment. C'est un événement qui a augmenté selon les rapports. Cela représenterait soit ceci, soit cela. Soit une expérience, soit soit quelque chose qui est déjà considéré comme une faille de sécurité nationale. Ils assurent qu'il est inacceptable que l'espace aérien le plus protégé du monde, ou l'un des plus protégés, je dirais, mais je ne sais pas si c'est le plus, mais eux disent que c'est le plus protégé. Ils assurent, comment est-il possible que ce genre d'objet puisse entrer comme si de rien n'était? Le fait que cela soit divulgué à travers des publications civiles est aussi un autre point qui a attiré leur attention, parce que cela, normalement, ils le cachent et je le comprends parfaitement, parce qu'au final, si cela se sait et qu'on sait qu'on peut faire entrer n'importe quel objet là-bas, eh bien c'est une faiblesse que tes ennemis voient, non? Cela ne devrait pas non plus arriver. Cela ajouté à ce que je disais hier, non, Donald Trump disait que maintenant la déclassification arrive vraiment, eh bien si la déclassification va être comme d'autres annonces qu'il a faites, alors je dis aussi pour. Ça va être moyen, c'est-à-dire pas une déclassification comme celle que le Congrès a demandé et que... Non, il ne semble pas que ce soit le cas. J'espère être surpris. Oui, il a déclassifié des choses impressionnantes, mais sincèrement, on dirait que ça ne va pas dans ce sens. Moi, à ta place, j'attendrai assise. Pour celui-là, je vais attendre assis. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette affaire? Non. Eh bien, on sait que ces apparitions ne sont pas rares, elles sont plutôt courantes, surtout dans certaines régions. La Californie connaît beaucoup d'activités de ce genre et, eh bien, des équipages militaires, aussi des pilotes commerciaux, des observateurs également formés, dont le métier est essentiellement de surveiller le ciel. Eh bien, ils ont réussi à identifier ces apparitions assez fréquemment, c'est-à-dire même si nous ne voyons pas ces images aussi souvent, parce que, je veux dire, il faut reconnaître que c'est difficile de les capturer, c'est pour ça qu'il y a toujours l'image du fameux ovni flou. Tout est flou parce que, eh bien, c'est compliqué, non? Quand on n'est pas expert dans ce domaine, mais bon, il n'y a pas de pilote. Je pense que c'est la quantité de rapports de la part des pilotes de ligne à propos de ces phénomènes. Ces choses ne sont pas rares. Non, ce n'est pas rare, et comme tu dis, ça devient de plus en plus courant, de plus en plus, encore et encore. En ce qui concerne la déclassification, je pense qu'elle sera uniquement axée sur des sujets courants comme l'image, peut-être le son et peut-être les radars. Mais je ne pense pas que ça ira plus loin, parce qu'au final, la déclassification importante n'est pas celle-là. Les objets sont là. Celui qui veut les voir, les verra. Honnêtement, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de nouveau? Je veux dire quoi? Quelle valeur y a-t-il à cet égard, surtout du point de vue militaire et des découvertes possibles qui ont été faites sur le sujet? À quoi bon? Je veux dire, à quoi bon? À quoi te servira que la déclassification révèle ça? Je dirais que c'est mieux ainsi. Eh bien, ce dont nous parlons ici, c'est 1000 fois mieux parce que, au moins, ici, on discute et tout. Non, on ne veut pas juste qu'on nous donne des petites photos. Qu'ils publient leurs découvertes et enquêtes. On a toute l'histoire. Ils insistent. Les anciens militaires de haut rang, ils insistent sur le fait qu'il y a des objets là-bas qu'ils étudient et sur lesquels ils font de l'ingénierie inverse. De là, de nouveaux matériaux sont apparus, de nouvelles technologies ont émergé et sont déjà utilisées dans le domaine militaire depuis des années. Et ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est un sujet beaucoup plus large. Attention, ce n'est pas seulement géré par le gouvernement, mais aussi par Lockheed Martin et d'autres. Des entreprises qui ont de hautes technologies qui, en théorie, ont accès à ce niveau, mais il n'y a pas d'accès aussi important à ce niveau-là. Un autre point qui attire également l'attention dans toute cette affaire, c'est ce que Ryan Graves a dit. Ryan Graves est celui qui apparaît sur la photo de la miniature de la vidéo. C'est lui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un pilote qui a apporté une image très impressionnante, cette image-là, d'une sorte de sphère. Il insiste sur le fait que lui et son équipe, ainsi que le pilote de l'hélicoptère,
Mais à lui et à ses camarades soldats, non? On les envoyait en mission comme ça. Tu dois lire, il y a des vidéos, dont une qui montre ça, non? Où l'on voit qu'il y a une sorte de structure où ils prennent une sorte de sphère dont il n'y a jamais eu d'explication. On lui a dit, tu vas aller à cet endroit, tu vas prendre cette chose qui ressemble à une sphère. Tu vas la prendre, l'attacher, l'emporter et la laisser à cet endroit. Ensuite, vous partez, c'est la mission. Il l'a fait ainsi. Évidemment, avec le temps, quand il s'en va et qu'il garde la vidéo, eh bien plus tard il la montre, n'est-ce pas? Il explique que cette mission n'était pas unique et qu'on les envoyait souvent récupérer des objets étranges et les transporter sans explication. Et quand ils allaient en chercher ces sphères, le personnel, c'est-à-dire ses collègues et lui-même, se sentait en étrange. Il se sentait en mal. Il y avait un malaise ou une sensation bizarre. Un malaise émotionnel. C'est exactement ce qu'il dit, non? Oui, il dit que c'était quelque chose d'étrange, avec plein d'émotions différentes en même temps et amplifiées. Ce n'était pas une question de mal de ventre ou de tête, c'était d'ordre émotionnel. Une chose étrange, d'ordre émotionnel. Une sensation décrite comme une sorte de vibration. Quelque chose de vraiment, vraiment bizarre. Surtout pour ceux qui l'ont touché, non? Ils se sont sentis étranges, mais en général, tout le monde dit à peu près la même chose. Donc ça, eh bien, ça ajoute encore une information de plus, et lui aussi, ils sont allés lui montrer cette image pour voir ce qu'il en pensait. Parce que maintenant, il y a un groupe très solide de personnes qui déclassifient des informations. Déclassifier, déclassification ou pression pour la déclassification de militaires, de scientifiques, de journalistes, de personnes qui ont eu des expériences. Mais ce ne sont que des cas très 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 sérieux, très bien analysés, très bien étudiés, qui mettent la pression. Au bout du compte, c'est donc au Congrès pour leur dire « Écoutez, il y a quelque chose d'intéressant à analyser ici. » Et beaucoup de choses qui avaient déjà été dites par des témoignages depuis des décennies. Maintenant, ils disent « Eh bien oui, voyez-vous, ça oui, ça aussi. » Et je commence à me rendre compte que beaucoup de choses qui ont été niées pendant des années, il s'avère que finalement, eh bien oui, c'est vrai, non? Alors, eh bien, nous resterons attentifs à cela. En attendant, passons aussi à un autre sujet également important. Parce qu'on signale dans cette zone, dans la zone 51, en fait pas un séisme, on signale un séisme. Encore un. Alors, Eh bien, sans une série de séismes, peu importe comment ça se passe. eh bien, il est rapporté que ces dernières 24 heures, une douzaine de séismes ont été enregistrés dans la base du Nevada, classée top secret, la fameuse zone 51, et cela a été détecté. Eh bien, au moins au moment où ce rapport a été fait, il y avait déjà plus de 17 tremblements de terre allant jusqu'à 4,4 de magnitude avec seulement quelques kilomètres de profondeur. De plus, c'est quelque chose qui attire beaucoup l'attention et qui, évidemment, génère de nombreuses théories du complot. Et en ce moment, il est très facile d'en générer. Et parmi elles, par exemple, on relie cette base qu'il faut rappeler au sujet des ovnis, des extraterrestres, mais aussi à des essais d'aéronefs expérimentaux. Le tremblement de terre se situe à une profondeur d'environ 4 km la plus profonde. Eh bien, c'est très peu profond. Donc oui, évidemment, ça suscite la curiosité de savoir ce qui se passe dans cette zone pour que cela se produise. Certains évoquent des essais souterrains et soulignent que cette zone n'est pas réputée pour une forte activité sismique. C'est-à-dire, en plus, ce n'est pas une zone qui est super active, non, elle n'est pas si active, et cela a évidemment généré un tas de théories. Le géophysicien Stephen Burns a décrit l'emplacement comme un endroit inhabituel pour qu'un tremblement de terre se produise, en soulignant que cette région a historiquement été très calme à ce sujet, comparé à la Californie par exemple. Mais il a également précisé que la faible profondeur des séismes, à seulement 4 km pour le plus profond, pourrait en faire un événement remarquable. C'est-à-dire, cela a rendu l'événement remarquable. Ce qui attire l'attention, c'est que ce soit aussi peu profond. Ils ont également ajouté que les tremblements de terre et les explosions souterraines peuvent parfois produire ces signaux sismiques. Nous avons évoqué ici le cas de la Corée du Nord. Lorsqu'elle a mené des essais nucléaires souterrains, il en existe des enregistrements. Ainsi, nous savons ce qui s'est passé, sinon le monde l'aurait ignoré. Eh bien, le désert du Nevada se trouve actuellement dans une région tectonique qui est active, mais disons, ces séismes sont ressentis et ont tendance à ne pas être aussi forts que dans d'autres zones. Donc, eh bien, nous avons une information étrange, puis une autre information étrange.
parce que ce sujet est vraiment très bizarre, honnêtement. Et comme tu dis, il est très facile en ce moment que des spéculations surgissent. Parce qu'au final, tout à coup, ces choses ou théories étranges apparaissent. Tout à coup. Certaines, pas toutes, mais certaines finissent par se confirmer, elles deviennent réalité. Par exemple, pour ainsi dire, il ne faut pas oublier des choses vraiment bizarres. On commence à aborder d'autres sujets, comme celui de Jeffrey Einstein ou celui du Pizzagate. Non, beaucoup de choses concernant le Pizzagate se sont avérées réelles. Mais pendant combien d'années cela a-t-il duré ? Non, 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 non. Donc je dis, il y a des choses qui oui, mais il y en a aussi d'autres qui non. Il faut aussi reconnaître que, dans ce monde, il y a parfois des gens qui s'en fichent et qui commencent à inventer des choses, ils ont beaucoup d'imagination. C'est comme ça. Mais tout bien considéré, et parmi les cas étranges, parfois il faut commencer à observer les signes, pour ainsi dire. Je ne sais pas si c'est arrivé qu'une fois ou si ça va revenir, mais ça commence à se répéter et on le remarque. Surtout, ça attirerait mon attention si ces séismes étaient ainsi. Qu'à 300 mètres, c'est-à-dire à des distances un peu plus grandes. Encore plus haut, 4 kilomètres. Il me semble que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas... Peut-être que c'est quelque chose comme, disons, un essai nucléaire ou autre chose qui pourrait être. Mais souvenez-vous qu'il existe aussi des techniques et que cela a déjà été étudié. À cause de ce que fait la Chine en ce moment dans le domaine nucléaire, même si la Chine ne le reconnaît pas, il y a toute une série d'experts en essais nucléaires qui l'ont affirmé. La Chine a une sorte de système dans lequel elle effectue des essais. Des essais nucléaires souterrains peuvent être simulés comme des séismes, comme si c'était plus profond. Donc s'il existe des techniques, et si nous les connaissons, c'est parce qu'elles ont déjà été testées. Donc cela reste ouvert. Pour moi, ce genre de choses, même si j'insiste, cela reste une zone sismique. Donc tu ne restes pas avec le doute de savoir si c'est quelque chose de plus, et surtout à cause de la zone, pas pour le côté mystérieux, mais pour la curiosité de la zone. Il est aussi frappant qu'ils ont été là. Ils donnent plus de théories, d'opinions sur le sujet scientifique, sur les conséquences. Et d'un côté, les conséquences de la disparition des scientifiques, et de l'autre côté aussi, de nouvelles théories qui émergent en fonction des informations. Parce qu'évidemment, lorsque cela devient public, l'aspect positif, pour ainsi dire, c'est que cela donne l'opportunité aux familles, aux amis, aux proches, ou même des scientifiques actuels sous pression ou poursuivis pourraient lever la main et dire « Écoutez, si ceci se passe ou si autre chose se passe, alors peut-être qu'un peu plus d'informations seront révélées, ou même que des choses seront divulguées dont nous ne sommes peut-être même pas au courant de ce qui pourrait se passer. Donc, cette partie me paraît très intéressante, alors passons donc à ce point. Tout d'abord, cette hypothèse est en train d'émerger. Cette hypothèse de sabotage étranger prend de plus en plus d'importance, surtout dans le contexte des affrontements internationaux actuels. Les cas des scientifiques iraniens, des scientifiques chinois et des scientifiques américains suivent le même schéma. Ce sont des scientifiques liés au nucléaire ou à des questions de sécurité nationale. Le cas de l'Iran, à mon avis, est celui qui semble le plus évident quant à une possible relation, que ce soit avec des pays du Golfe, ou avec un pays, ou même avec Israël lui-même, c'est-à-dire, il faut se rappeler, que l'Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis, le Qatar, ces pays ont également beaucoup investi dans le renseignement. Regarde, au final, quand tu as de l'argent et que tu veux aussi avoir du pouvoir, parce qu'une chose c'est d'avoir de l'argent et c'est tout autre chose d'avoir du pouvoir. C'est pour ça que des gens comme Elon Musk, comme Donald Trump lui-même, cherchent aussi à entrer en politique, parce qu'ils savent que le pouvoir est différent. L'argent te donne un certain statut et un certain pouvoir, mais le vrai pouvoir c'est autre chose. Il n'est pas là, donc dans ce cas, Donald Trump est là parce qu'il sentait peut-être que ses objectifs avaient déjà été atteints d'un point de vue économique, mais il voulait avoir le pouvoir d'influencer, pas seulement aux États-Unis. Il a commencé à aimer influencer d'autres régions, non, mais c'est pareil pour d'autres présidents et pays. Dans le cas du Qatar, par exemple, ce qui est révélé aujourd'hui est complètement fou, c'est une histoire de folie. Sincèrement, non, espérons-le. J'espère que vous avez vu la vidéo parce que c'est de la folie.
C'est-à-dire, le Qatar a littéralement investi des milliards de dollars pour faire très mauvaise presse à Israël, non? Indépendamment du fait que Netanyahou aussi se met tout seul en première ligne, non? C'est facile, oui. Il leur facilite la tâche, mais en même temps, ils ont investi énormément d'argent en influençant la Cour pénale internationale, en allant jusqu'à des choses vraiment folles, non? Dans des universités comme Harvard, accusées d'investissement liés à l'affaire, c'est la situation actuelle. Avoir une université comme l'université de Harvard avec l'université de Washington, des universités qui ont beaucoup d'influence, l'université de Washington a une influence politique sur la planète. C'est-à-dire, toute l'Amérique latine, qu'ils soient de gauche, de droite, peu importe, vont à l'université de Washington et là-bas, ils se préparent, ils suivent des cours, ils apprennent là-bas. Mais au final, ils se font des contacts. Ils n'y vont pas seulement pour suivre des petits cours ou discuter, non, ils vont là-bas pour établir des contacts au niveau international. Entonces, Donc ce sont des endroits d'eau très influents, mais si soudainement le Qatar arrive et lâche 1 milliard de dollars, eh bien il va dire « Écoute, mais tu sais quoi? Mets-moi ce professeur. Mets-moi cet érudit, tu vois, je ne sais pas quoi. » Et il commence à influencer la façon d'être et la façon dont les politiques sont vécues dans certains endroits, dans certaines universités. Et depuis là-bas, depuis le Qatar. Toute une stratégie de renseignement pour influencer ce que, enfin parce qu'ils ont très bien compris qu'Israël fait cela depuis des décennies. Israël le fait depuis longtemps, ce qui lui a permis de devenir influent mondialement. Eh bien maintenant, eux aussi veulent une part, une tranche du gâteau, pour ainsi dire, du renseignement et du niveau d'influence qu'a Israël. Et ils ont de l'argent et beaucoup de gens pour le faire, beaucoup de préparation. Et s'ils ne l'ont pas, ils l'engagent. Je n'en dis pas plus sur l'article, il est là. Ils engagent des agences de renseignement privées européennes pour mener ces opérations sans agir eux-mêmes directement. Donc c'est super intéressant et c'est vraiment un énorme business que la géopolitique pour ce genre d'entreprise, d'influencer ou de faire pression sur certains groupes, sur certains. Par exemple, le procureur Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, influencé par une agence anglaise, mais en réalité payé par... C'est vrai. Ils le font par des intermédiaires, mais ça c'est juste le Qatar. Mais ici, ce sont les pays arabes qui sont à la manœuvre en ce moment, ici ce sont les Émirats arabes unis qui jouent, ici c'est Bahreïn qui joue, c'est-à-dire tous les pays font leurs propres manœuvres, leurs propres mouvements, mais bon, il y a aussi d'autres pays, n'est-ce pas? Ou bien c'est ça la question? Eh bien, il y a de quoi faire 5 séries de science-fiction et de suspense sur tout ça, non? Franchement, les films ne sont rien à côté de la réalité. Oui, ils ne sont rien à côté. Sur un autre sujet. Non, une autre. Voici la théorie qui circule. Ce n'est pas cette idée que des services de renseignement influencent pour faire pression ou pour retirer. Vous savez au final comment on crée un programme spatial. Quand tu regardes le programme spatial qui est allé sur la Lune, tu te rends compte que tout reposait sur 2 ou 3 esprits, très brillants, très intelligents, parmi lesquels des gens venus de l'Allemagne nazie. Non, c'est un sujet bien connu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Autant le programme russe que le programme, celui des États-Unis, comptait sur des esprits très très brillants venus d'Allemagne et plus tard d'autres projets comme la bombe nucléaire. Eh bien, Oppenheimer, non? Mais imagine si l'arme nucléaire avait existé sans Oppenheimer. Pas juste 2 ou 3 têtes, ça et là. S'il n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Combien de temps le programme aurait-il été retardé? Le programme aurait-il démarré comme prévu ou pas? Donc tu te mets à réfléchir. Alors imaginez-vous maintenant, en sachant cela et avec les intelligences. Les intelligences artificielles qu'on a ne sont pas celles qu'on utilise, elles ne sont pas intelligentes à un autre niveau. Elles te prédisent, elles te disent « Écoute, cette technologie dont tu viens de me parler est en train d'être créée. Telle entreprise, tel pays, dans 5 ans va dominer tout ce que tu fais et va largement te surpasser. » Eh bien, désolé, mais je vais laisser l'autre faire cela parce qu'il va me surpasser, et je vais perdre je ne sais combien d'emplois, et il va se passer ceci, et il va se passer cela. Ils commencent à faire des calculs, et ils voient ça comme une catastrophe. Ils disent « Bon, j'en enlève un, j'enlève 1 ou 2 pièces, et je laisse celui-ci, donc je laisse les choses prendre un peu plus de retard. » Ce ne sont que des hypothèses, ce ne sont que des théories. Enfin, même pas des théories, ce ne sont que des hypothèses, non. Mais quand tu la vois ou que tu analyses déjà l'analyse complète, après ce n'est pas non plus si illogique que ça, non? Nous parlons du fait que cette théorie engendrerait cela. Les conséquences seraient les suivantes.
La terreur régnerait dans les laboratoires sensibles, la sécurité interne serait renforcée et une chasse aux espions, déjà en cours, pourrait s'intensifier. Non. Exactement. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? La terreur dans les laboratoires sensibles signifie qu'ils vont être très surveillés, évidemment sur ce qu'ils font, et il est possible que certaines informations puissent aussi être dissimulées. En cas d'espion, des informations pourraient être dissimulées dans le laboratoire. Eh bien, c'est-à-dire comme de la paranoïa. Je ne suis pas paranoïaque, mais si tu penses que des scientifiques sont des espions, ils pourraient cacher des résultats qu'ils préfèrent ne pas divulguer. Non, bien sûr, enfin, parfois ça peut arriver. L'espion est un assistant ou un scientifique de niveau inférieur qui ne semble pas si intelligent, pour ainsi dire, mais il observe, il ne fait que recueillir des informations ou prévenir. Et ils sont déjà en train d'arriver à la même conclusion que nous, et ils vont nous devancer, il ne faut pas que ça arrive. Bon, quand j'ai terminé mes études de communication, eh bien, j'ai pu travailler dans un journal et je me suis beaucoup rapproché de ceux-ci. Donc, dans les sections éditoriales où les journalistes sont concentrés sur les sujets internationaux, et je me souviens qu'à ce moment-là, ils ont publié un article, ce journal a publié un article qui parlait de l'espionnage à cette époque. Eh bien, disons à partir de l'an 2000, à quoi allait ressembler l'espionnage? Parce que nous venions de la guerre froide. L'espionnage classique? L'espionnage classique, pas exactement, mais à partir de la guerre froide, il discerne que l'espionnage allait maintenant se concentrer sur les réseaux universitaires. Les médias, c'est-à-dire, ils parlaient beaucoup de ça, surtout des universités, des médias, donc ce n'est plus l'angle principal. Ils parlaient aussi des entreprises, des sociétés, des corporations. C'est là que les espions vont faire carrière maintenant. Ce n'est plus le classique James Bond, mais plutôt un monsieur ou une dame avec une vie tout à fait normale, mais qui espionne certains sujets très spécifiques, fait des rapports, transmet l'information, et voilà, non, et le cas échéant. Qu'on lui dise de saboter, peut-être pas lui directement, mais quelqu'un de proche va l'aider à saboter quelque chose dont ils ont besoin. À l'époque, ce sujet m'a vraiment enthousiasmé et l'article m'a paru très intéressant. Mais à ce moment-là, ça ne se voyait pas. Maintenant, c'est très visible. Maintenant, on remarque vraiment que cela se passe, et ce n'est plus si inhabituel. Il y a sans cesse des arrestations, non seulement en Allemagne ou en Angleterre, mais partout dans le monde, de personnes apparemment en activité. Pour une entreprise, pour une société, pharmaceutique ou autre. Et en réalité, ils sabotaient en tout bien, ils transmettaient ces informations. Maintenant, un autre point, un autre aspect, c'est que beaucoup de ces noms sont liés à 4 choses. La fusion nucléaire, les matériaux avancés, la propulsion spatiale et la recherche en biotechnologie. C'est le point principal, celui qui attire le plus l'attention et dont on a peu parlé. La théorie de ce que nous évoquions à propos des gens de l'intérieur qui ne cherchent qu'à freiner les avancées. Leur objectif, c'est ça. D'après ce qui est rapporté dans l'opération Paperclip sur l'espionnage soviétique, le vol industriel chinois, ainsi que ce qui a pu être détecté et d'autres histoires du passé, ils se concentraient aussi là-dessus. En fait, le fait que soudainement les États-Unis aient la bombe nucléaire et que très peu de temps après, les États-Unis ont la bombe nucléaire. D'ailleurs, il y a eu toute une enquête, il y a eu des gens qui sont partis, qui ont fui en Russie, parmi ceux qui ont transmis des informations. C'est-à-dire, il y a vraiment eu toute une série de scandales d'espionnage à cette époque, parce qu'au final, ils ont emporté le savoir-faire, la façon de réussir à fabriquer cette chose. Et la conséquence de cela, eh bien, c'est le retard technologique, c'est-à-dire des projets critiques qui vont être retardés. Pendant longtemps, une protection extrême dans des laboratoires comme le Laboratoire national de Los Alamos, ou bien nous allons commencer à revivre une période de plus grand secret scientifique. C'est-à-dire peut-être qu'il ne vaut plus la peine de se vanter d'avoir accompli telle chose. Mieux vaut ne pas le dire, car cela augmente les chances que quelqu'un veuille. Et Te mettre la pression ou même du sabotage. Non, pas te mettre la pression. Exactement. Une autre théorie est celle de la coïncidence statistique résumée par Trump. Il y a énormément de scientifiques.
c'est un pourcentage très faible et c'est l'explication que va donner le gouvernement. Ce sont des cas non liés. Certains cas ont une explication. Ça peut être des homicides avec des suspects identifiés, des accidents, des cas de santé mentale, donc des personnes qui se sont suicidées, et des disparitions non liées. Donc les conséquences, c'est que oui, il y a des coïncidences. En réalité, par exemple, le phénomène a aussi été un peu amplifié par les réseaux sociaux parce qu'on examine tous les détails à la loupe et il y a aussi une certaine paranoïa par rapport à ce qui se passe. Par exemple, pour moi, la question de l'espionnage par d'autres pays, ça te fait réfléchir et si jamais ils étaient en train d'enlever ces scientifiques, non, parce qu'ils sont effectivement importants pour le développement d'un missile balistique et il y a aussi la question de la désinformation massive. Il y aura sûrement une partie de ces disparitions, de ces cas, qui sont en partie aussi exagérés par la désinformation. Exactement, exactement. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe. Il y a aussi cette théorie de la coïncidence statistique, pour ainsi dire. Eh bien, je dis qu'il faut enquêter. Non, ce n'est pas comme si, ça ne doit pas rester un mystère. Non, 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 il faut enquêter, il faut analyser. Oui, il faut examiner comment était la sécurité, c'est-à-dire comment était-elle vraiment. Ou peut-être qu'il y aura des cas où, oui, la personne avait effectivement un problème mental. Ou peut-être parce que. Le cas du général attire mon attention. Au début, il pensait qu'il s'était suicidé car il avait laissé ses affaires, mais il avait pris une arme, alors il se disait qu'il voulait peut-être juste se tirer dessus seul là-bas. Mais le fait qu'on ne l'ait pas retrouvé, eh bien, ça attire ton attention. Comment est-il possible qu'il ne l'ait pas trouvé, en supposant qu'il ait fait ça? Comment est-ce possible? Enfin, parce que c'est une zone où il marchait normalement, où il était, je veux dire. Je ne sais pas s'il est allé plus loin, mais ils l'ont beaucoup cherché jusqu'à présent. Mais il n'y a eu aucune information, même pas le corps, rien. Non, rien, jusqu'à présent rien, c'est-à-dire on ne sait pas, on ne sait même pas. On ne peut même pas savoir s'il est en vie ou non. La théorie suivante est ce qu'ils appellent la théorie. La théorie des entreprises, c'est-à-dire qui est très très similaire à la numéro 2, non, qui est essentiellement. Ce n'est pas une question de gouvernement, mais de entreprises cherchant à nuire à d'autres pour empêcher leur progression sur un sujet donné. Honnêtement, je pense vraiment que ça peut arriver. Il y a déjà eu des cadres scientifiques chez Novartis, par exemple, dans ce laboratoire pharmaceutique, qui ont été accusés ou ont été, disons, victimes. Enfin, il y a eu un peu de tout. Il y a eu des enquêtes internes dans différentes entreprises de ce type, qui ont même donné lieu à des plaintes, à des accusations où, tout à coup, un scientifique disparaît d'une entreprise, mais pas parce qu'on l'a fait disparaître, mais parce qu'il a voulu partir. Et il emporte tout avec lui, et il l'emmène dans un autre pays pour le développer. Et évidemment, par exemple, il y a un fils d'écrivain, enfin, je ne l'ai pas, mais il y a un scientifique chinois, je ne me souviens plus de son nom. Il part. Il va dans une entreprise américaine et il apparaît en Chine en tant qu'homme d'affaires. Précisément avec les informations qu'il avait emportées, il était déjà en train de développer ses propres projets. Ce que je veux dire, c'est que la Chine a évidemment beaucoup d'accusations à ce sujet d'utiliser des scientifiques pour ensuite emporter des informations. C'est pourquoi les loyautés là-bas sont aussi très compliquées et il y a même certains pays qui vont jusqu'à... Ils se retrouvent quand même plus ou moins mis sur liste noire parce qu'ils savent que le pays d'origine de ces personnes peut souvent avoir beaucoup d'influence sur ce qu'un scientifique fait ou ne fait pas. Nous évoquons ensuite celle qui est peut-être la plus étrange. Tout. C'est la théorie du complot pur et dur qu'on appelle programme noir ou technologie interdite. Et ici, c'est un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup d'entre vous dans cette hypothèse. Eh bien, certains scientifiques qui travaillaient sur des projets classés comme énergie avancée, le système quantique, aussi ce dont nous avons parlé concernant l'antigravité, la défense orbitale, et ce qu'on appelle la rétro-ingénierie, qui est un sujet dont on parle beaucoup dans le domaine des ovnis ou des pannes. Non, il est possible que cela soit utilisé même s'il n'y a pas de preuves publiques, mais cela existe bel et bien. Eh bien, il y a des théories selon lesquelles cela pourrait être lié à ces sujets sur lesquels ils travaillaient. Leurs projets sont tellement importants que, pour une raison quelconque, ils n'ont pas disparu, mais simplement, ils ne sont plus sous les projecteurs. Il faut se rappeler qu'il y a déjà eu de tels cas, avec la même bombe, la même situation. Ce projet Manhattan ne s'appelait pas, ou le projet Manhattan, eh bien à l'époque, c'était une théorie du complot.
Il se passe quelque chose, ils disent que ce projet, ici, là-bas, tout semblait indiquer quelque chose. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. La même chose s'est produite aussi avec cet avion. Je ne me souviens plus si c'était le B2, l'un de ceux-là, celui qui ressemble à la Delta. Non, cet objet a été secret d'État pendant 20 ans. On n'en parlait pas. Si quelqu'un le voyait, il disait « Qui sait, c'est peut-être un ovni ». Mais tu ne pouvais pas dire que c'était une technologie, jusqu'à ce que, finalement, ce soit révélé. Cet avion existait, mais il a fallu 20 ans depuis qu'il était en service jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Un peu moins de 20 ans, mais à peu près ce temps-là s'est écoulé pendant lequel il était resté secret. Alors, peut-être que certaines choses que nous voyons aujourd'hui, comme cette arme, comment s'appelle cette arme? Syndrome de la Havane. Oui, oui, oui. Qu'on l'ait utilisé au Venezuela ou pas, eh bien, allez savoir. Mais dès le début, les militaires qui ont vécu cela au Venezuela ont signalé avoir ressenti une vibration étrange, ils ont signalé un mal de tête. Pas tous, mais c'est ce qu'on sait. Oui, il semble vraiment qu'il se soit passé quelque chose d'étrange là-bas, et même là, ça m'a vraiment paru très bizarre. Que Donald Trump lui-même et la porte-parole Carmen Lewitt en ont parlé, pas comme s'ils insinuaient que c'était vrai. Peut-être un fond de vérité sur ces armes, mais ils n'en diront pas plus. Eh bien, Donald Trump en a sorti une, pas le fils du Bulu. Le Bulu? Une chose vraiment bizarre qu'il a inventée, ce nom dont il parlait, qui aurait été utilisé pour soi-disant abrutir les soldats cubains qui protégeaient Maduro. Exactement, exactement. Enfin, c'est comme ça sur ce sujet. Je pense qu'il y aura d'autres théories à analyser et d'autres choses à commenter, mais bon, passons à un autre sujet. Bon, très bien. Voilà, c'est le sujet, voilà la question de... Au final, c'est ce qui se passe en Californie, ce qui se passe dans la zone 51, ce qui se passe concernant les scientifiques. Quelque chose d'au moins étrange, un reportage spécial que nous allions faire dans un instant. Nous allons aborder le sujet géopolitique, les actualités et tout ce qui se passe dans le monde. Nous reprenons la transmission normale. Nous voulions faire cette émission préalable, mais c'est un peu tard, donc c'est presque prêt. Avant de passer à la suivante, nous envoyons rapidement quelques salutations. Perla, Italo, comment ça va? Bayo, 25, un grand salut. Jusqu'au Chili, comment ça va? Les armes psychotroniques. Exactement, les armes. Non, psychotronique, oui, oui. Je veux arranger ça. Allez, oui. Salutations à Vix Carcega, comment vas-tu? Aussi à Roble, il est aussi ici, viens. Salutations, viens. Et à Rublo, VX Panterita, Mercella, Riquelme, comment vas-tu, Marcos? Le sujet de la manipulation de la gravité, oui, c'est un sujet dont le monde du mystère parle depuis des décennies, le milieu conspirationniste, et un sujet qui maintenant commence à donner l'impression qu'il y a vraiment quelque chose là, n'est-ce pas? Rublos, salut Marcella, et au moins théoriquement ils acceptent cette possibilité, mais ils n'acceptent pas autre chose. Il affirme que les Chinois sont des extraterrestres à cause de leurs bâtiments, trains, fusées et technologies impressionnantes. Le futur déjà. Salutations Marcos sur ces sujets si impressionnants. Salut Valverde, comment vas-tu? Ah, avec des règles. Ah, avec du rendu, un grand salut à Nika Coes. Salutations, Marcella, comment vas-tu? On ne va pas trop s'attarder ici à se saluer, car on va bientôt discuter tranquillement. On se retrouve au prochain direct, ça commence dans quelques minutes. Si vous voulez nous accompagner, eh bien nous sommes ici, avec grand plaisir, je vous embrasse fort, et on se voit dans un petit moment, dans 5 minutes à peu près. Salut, à bientôt.